D'abord, merci à Jean-Pierre Dor d'avoir accepté notre invitation conjointe, c'est-à-dire celle de l'ESSEC, du quotidien du médecin et de la CIP, l'association des cadres de l'industrie pharmaceutique, pour cet amphi de la santé dont l'objectif est d'essayer de comprendre, d'apprendre et puis d'échanger, bien évidemment, autour de Jean-Pierre Dor. Alors Jean-Pierre Dor est député du Loiret, il est maire de Montargis. Oui, mais il est maire de Montargis depuis 2001, je crois, et il est aujourd'hui rapporteur du budget et en fait du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour tout ce qui concerne notamment l'assurance maladie, c'est-à-dire tout le volet qui intéresse plus directement la santé. Et l'actualité est particulièrement chargée à plein d'égards, puisque c'est aussi aujourd'hui que dans le contexte parlementaire, la commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat doit se réunir pour mettre un point final à la loi dite médicaments. Et puis demain, je crois, c'est au PLFSS pour 2012. Jean-Pierre Dor est par ailleurs secrétaire national de l'UMP. Et nous sommes à une période qui n'a échappé à personne. C'est pas une tare, hein? Non, c'est pas une tare, mais en plus de ça, c'est un élément qui fait que, comme nous sommes à une période qui n'a échappé à personne, il va de soi que les perspectives du budget actuel, le contexte économique et social sont essentiels dans la perspective des mois, des années qui viennent. Voilà. Alors notre règle du jeu est simple et je vais la rappeler pour chacun d'ailleurs. Pendant la première demi-heure, c'est Jean-Pierre Dor qui intervient. S'il va intervenir moins, c'est parfait. L'idéal, c'est de ne pas dépasser. Ensuite, pendant la demi-heure suivante, avec Alain Marquier, Gérard de Pouvorville et moi-même, on posera un certain nombre de questions pour approfondir quelques-uns des sujets. Et ensuite, la troisième demi-heure, c'est un échange direct avec la salle. On termine à l'heure précise, puisque c'est la règle, comment on va dire, universitaire. Bon, merci de m'avoir invité donc à cette réunion, même matinale. D'abord, ça me permet de découvrir l'endroit du CNIT et de la Défense que je ne connaissais pas. Je suis un provincial, donc je découvre et c'est très agréable le matin de découvrir cette région. Donc merci de m'avoir invité, mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur quand même de notre ami M. de Pourvourville qui connaît parfaitement ces sujets. Alors effectivement, c'est un sujet majeur que cette protection sociale, dès l'instant où on se trouve face à un double défi, le défi financier. Le défi financier, on va en parler, et puis ensuite le défi organisationnel de notre système de santé. Alors sur le point financier, il y a quand même quelques chiffres à rappeler, je crois que vous les connaissez tous, mais ça fait toujours du bien quand même de les rappeler partout où on peut en parler. Il y a des personnes qui ont oublié quand même ce qu'est l'effort financier de la France dans le domaine de la protection sociale. C'est plus de 600 milliards d'euros par an que l'on distribue sur le plan des prestations sociales. C'est vraiment, on est le premier pays du monde à donner autant de protection sociale, 620, 630 milliards d'euros par an, ce qui représente plus de 32% du PIB, destiné à assurer, à protéger les concitoyens, tous les Français. Donc vous voyez que c'est quand même un effort majeur et j'ai l'impression que beaucoup de nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. 32% du PIB, c'est en fait au détriment aussi de ce que l'on pourrait donner pour les fonctions régaliennes de l'État, puisqu'il reste que 2/3 pour les fonctions régaliennes de l'État qui sont la défense, la justice, etc., la sécurité, et j'en passe. Donc 32% du PIB, et cela augmente puisque les économistes s'en souviennent, nous n'étions qu'à 20% du PIB il y a 15 ans. Donc on est presque sur la voie de doubler
les efforts en protection sociale depuis tant d'années. Alors il est vrai que cela se répartit en plusieurs cadres. D'abord, la branche maladie, qui dépasse les 170 milliards. On vote en ce moment 173, 174 milliards d'euros. Le reste, c'est bien entendu dans ce qu'on appelle la branche famille, ensuite la branche vieillesse, c'est-à-dire la retraite, sont une grande part également de cette enveloppe générale de protection sociale. Donc vous voyez que ce sont des chiffres majeurs. Alors, ce qui compte dans ce défi financier, c'est qu'on se trouve aujourd'hui avec ces problèmes économiques majeurs et comment peut-on assurer qu'on puisse continuer d'alimenter cette caisse de protection sociale qui dépasse les 600 milliards d'euros, qui représente près de 12% du PIB, 32% du PIB, mais l'assurance maladie, c'est près de 12% du PIB. Donc comment peut-on continuer d'assurer? Donc c'est ça qu'il faudra avoir, c'est le deuxième défi qui sera le défi organisationnel, comment s'organiser mieux, comment se comparer, parce que c'est toujours bien de se comparer aux autres pays et de voir ce que d'autres pays ont fait, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les pays nordiques, et de voir que nous vivons au-dessus de nos moyens en termes de protection sociale. D'autres chiffres qui sont importants, c'est qu'on continue, par exemple dans la branche maladie, on continue d'alimenter la branche maladie, tout à l'heure on en parlait. On a ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le fameux point ONDAM, qui chaque année on le rajoute. Cette année, il a été décidé de le mettre à 2,8%. L'an dernier, nous étions à près de 3%, 2,8%. Donc aujourd'hui, c'est 2,8% dans le PLFSS, première partie. 2,8, ça représente plus de 4,5 milliards de rajouter dans l'enveloppe générale de la branche assurance maladie. Si on continue comme cela, est-ce qu'on va pouvoir dépenser cela? Va-t-on en dépenser moins? Va-t-on en dépenser plus? Et c'est là où il y a le défi de l'organisation. Est-ce que l'organisation de notre système de soins va continuer d'en dépenser plus, d'en dépenser moins, ou de maintenir cette enveloppe générale? Et il est là le grand défi. Moi, je crois que ça fait des années qu'on dépasse l'ONDAM. L'ONDAM voté a toujours été dépassé, sauf depuis deux ans, où il y a eu quelques efforts de fait. Mais il a toujours été dépassé depuis 1997, la date où il a été institué. C'était la loi Juppé qui avait institué cette définition de l'ONDAM régulièrement dans la branche d'assurance maladie. Et nous l'avons toujours dépassé avec parfois des dépassements énormes. On a été jusqu'à dépenser 7% de l'ONDAM alors qu'il avait été voté à 3 ou 3,5%. C'était du temps, certains temps, passons là-dessus. Mais quand on dépensait plus, on entraînait des déficits. Si bien que petit à petit, on est arrivé à avoir un déficit qu'on ne peut pas ignorer et qui est aussi important parce que beaucoup l'oublient. On a un déficit qui est supérieur à 130-135 milliards d'euros aujourd'hui, déficit qui a été donné à la caisse d'amortissement de la dette sociale, la fameuse CADES. Donc tous les ans, nous votons des dépenses, mais nous gardons de côté dans le tiroir une dette qu'on accumule petit à petit, qui est aujourd'hui d'un peu plus de 135 milliards, qui représente bien entendu un intérêt, et chaque année, l'intérêt de cette dette, il représente entre 7 et 8 milliards d'euros de dette perdue. Alors voilà comment on travaille depuis, entre le financier et l'organisationnel. On travaille comme cela avec des dérives permanentes depuis X temps. Depuis 2 ans, même 3 ans, l'ONDAM a été à peu près maintenu. Tant mieux, du fait de maîtrise médicalisée, du fait des efforts des uns et des autres, il faut bien leur rendre hommage, efforts des médecins, efforts des établissements, efforts un peu de tout le monde, des assurés aussi probablement, quelques efforts évidemment qui ont été demandés aussi aux assurés. Vous savez que chaque année on rajoutait parfois quelques difficultés entre le forfait hospitalier, entre le forfait des actes lourds, entre les franchises, entre
les remises de 0,50 centimes sur chaque boîte de médicaments, etc. On rajoutait toujours un petit peu de remède pour essayer de compenser les pertes. Donc on travaille toujours sur cette même, moi je dis spirale inflationniste, spirale de dépenses, et on n'a jamais modifié ou changé notre mode de travail dans le domaine de cette protection sociale, et en particulier la branche d'assurance maladie. Et là, d'avoir voté 2,8% d'ONDAM supplémentaires au PLFSS numéro 1, on en rajoute. On rajoute aux 171 milliards, 4 milliards 6, donc 175 milliards, de ce qu'on appelle la branche assurance maladie. Donc on continue. Et l'actualité nous ayant rattrapé, avec le problème de maîtrise du déficit général public, le Premier ministre a demandé à ce qu'il y ait une réduction, grosso modo, de 6 à 7 milliards d'euros pour la nation, depuis le 24 août et là maintenant au mois de novembre, donc de faire un effort supplémentaire de 6 à 7 milliards. Et pour la branche d'assurance maladie, on propose de faire une réduction de 500 millions, c'est-à-dire, vous voyez, on passe de 2,8 à 2,5, 0,3 points, ça représente à peu près 700 millions d'euros. Comme il y a eu des économies de 200 millions trouvées dans le PLFSS numéro 1, on a fait des recettes supplémentaires en ayant taxé un peu plus les retraites chapeau, enfin les assurances vie, il y a eu pas mal de choses. Donc un gain de 2 à 300 millions, moins 700, on aura 500 millions d'économies à faire dans le domaine de l'assurance maladie entre le PLFSS 1 et le PLFSS 2, qui sera donc débattu dès la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, des points qui sont des points essentiels, qui sont ces chiffres, qui sont vraiment qui sont francs, directs, que l'on voit, que l'on doit voir, que l'on doit rappeler en permanence. Parce que peut-on continuer? Ou faut-il s'engager dans des réformes? Qu'est-ce qu'ont fait certains pays? D'abord, qu'est-ce qu'a fait la France? C'est déjà de faire cette réforme sur les retraites, qui est contestée par beaucoup, mais qui était obligatoire pour permettre de réduire un petit peu la voilure. Et dans ces plus de 600 milliards d'euros, ça permet d'avoir une réduction de quelques milliards sur les plusieurs années. Et je pense que l'on réussira jusqu'à l'année 2018-2017, je crois, qui est proposée, à essayer de compenser la perte dans le domaine des retraites. Donc de compenser la chute des retraites et de retrouver la branche retraite un peu à l'équilibre. Branche famille, on pourra arriver à la restaurer. La branche qui nous manque, c'est la branche maladie. Donc il y aura des réformes à envisager. La dette des 130-135 milliards d'euros qui est reportée à 2028. Est-ce qu'il faudra augmenter les taxes, les impôts, CSG, CRDS, etc. Faudra-t-il le mettre dans la dette publique générale de la France? Ce n'est pas possible par la loi organique, puisque la loi organique de l'assurance maladie et de la sécurité sociale exige qu'au contraire la CADES appartienne à la branche, à la sécurité sociale, au budget sécurité sociale. Donc on ne peut pas faire un transfert vers le budget général. Ou alors faut-il de grandes réformes? Ou alors faut-il aujourd'hui avoir le courage et peut-être l'impopularité de réduire les prestations sociales, ce que font certains pays. Et vous voyez quels ont été les pays qui se trouvent autour de nous, qui sont en difficulté financière et qui s'engagent à réduire certaines prestations sociales. Ce n'est pas ce que le gouvernement aujourd'hui veut faire, c'est de ne pas réduire les prestations sociales, c'est de les maîtriser. Et c'est d'essayer d'avoir des réflexions sur quelles réformes envisager, comment avoir peut-être d'autres sources de financement de la protection sociale. Parce que d'autres chiffres importants qu'il faut rappeler, c'est comment on alimente ces 630 milliards, ces 620 milliards d'euros
de protection sociale. On les alimente moitié-moitié entre les cotisations sociales et puis, bien entendu, la fiscalité par l'intermédiaire de la CSG et le reste étant par le budget général avec des impôts divers qui sont les impôts sur le tabac, sur l'alcool, sur d'autres points de budget général. Donc vous avez moitié-moitié entre surtout cotisations sociales et fiscalité. Si l'on prend les cotisations sociales, eh bien la branche sur des cotisations sociales, ça pèse sur l'emploi. Ça pèse sur l'emploi. Il est donc évident que lorsqu'on a une croissance formidable, 3, 4, 5%, pourquoi pas, on peut toujours rêver, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des cotisations sociales et d'alimenter la caisse de protection sociale. Or, ce n'est pas le cas non plus. Croissance, quand on voit qu'il y a 2 ans, on était en croissance moins 0,7,8, moins 1%, qu'on est passé ensuite à plus 1, à plus 1,5%, que là, nous avons envisagé un PLFSS, rappelons-le, on a envisagé le PLFSS numéro 1, avec une masse salariale à près de 4%. Le PLFSS numéro 1 donc, avait été basé sur une masse salariale importante et avec une croissance qui était près de 1,70, 1,75. Là encore, l'actualité nous rattrape. On voit très bien que la croissance proposée depuis quelques jours serait à 1%, peut-être même un peu moins, ça ne vient pas. Et que deuxièmement, la masse salariale va être réduite de façon importante dès l'instant où le chômage a augmenté. Donc on a des variables d'ajustement qui sont gênantes pour nous, qui sont dramatiques, qui viennent perturber l'ensemble des discussions, l'ensemble des projections, l'ensemble des projets pour toujours assurer nos concitoyens. On se trouve confronté à des variables qui sont malheureusement difficiles à contester et difficiles à combattre. Ou alors, s'il faut les combattre, il faut trouver d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres réformes. Et là, on rentre dans les réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est d'envisager un changement complet de l'organisation à la fois des recettes, mais à la fois des dépenses. Alors, dans le cadre des recettes, quelles peuvent être les réformes envisagées? Bien entendu, c'est peut-être de réduire la voilure sur les cotisations sociales qui sont liées à l'emploi directement et au système économique français. Il faut donc peut-être envisager de reporter cela sur la consommation plutôt que sur le travail lui-même. Qui veut dire consommation? Vous voyez ce qu'on veut dire, c'est d'évoquer éventuellement une taxation, une contribution sur les produits importés. C'est faisable. C'est faisable. Les produits importés, puisqu'on sait très bien que vous avez des produits qui sont d'importation qui viennent de très loin, qui sont exempts de toute contribution sociale, mais qu'on consomme en France et donc qui échappent au système de la protection d'assurance maladie, au détriment malheureusement de ce que l'on produit strictement en France. Le deuxième point, c'est qu'on sait qu'il y a des entreprises qui partent à l'extérieur assez loin pour avoir un coût du travail moins cher et qui ensuite rapatrient les produits de consommation en France, donc ont échappé un petit peu à ce système. Donc il faut réfléchir à une forme de contribution ou TVA anti-délocalisation, TVA sociale, toutes les contributions sociales, etc. Tout ce qui pourrait éventuellement élargir le champ des recettes pour notre protection sociale et pour évidemment compenser, pour réduire la voilure des cotisations sociales de l'emploi de nos salariés français et de nos petites PME, TPE, etc., qui existent en France. Donc ça peut être une des pistes proposées dans le domaine des recettes. On peut également élargir le périmètre effectivement de l'imposition dans le domaine CSG, etc., entre les revenus du travail, les revenus du capital, etc. Et là, on rentre dans des réformes de la fiscalité, puisque je veux rappeler qu'on vit sur les deux jambes, cotisation sociale sur le travail et sur la fiscalité.
Donc il faut voir dans ces deux sens ce que l'on pourrait avoir comme recettes supérieures. Deuxièmement, il faut des recettes qui soient des recettes pérennes, bien entendu, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui, on varie en fonction du climat économique, non seulement national, mais international. Donc avoir des recettes qui soient pérennes pour avoir une vision à long terme et non pas être, comme nous le faisons depuis des années, à avoir des variables d'ajustement, tantôt sur les assurés, tantôt sur le médicament, tantôt sur les cliniques, tantôt sur l'hôpital, etc. On a des variables d'ajustement qui essayent de combler un petit peu les trous. Ensuite, évidemment, en dehors de ce qui est recettes, c'est au niveau des dépenses. Au niveau des dépenses, nous sommes un des pays qui dépensons le plus dans le domaine de la protection sociale par rapport à nos pays voisins. L'Allemagne est à 10 et quelques de PIB, l'Angleterre est à 8% de PIB, nous on est à 12%. Grosso modo, l'assurance maladie. Je ne pense pas qu'un Allemand soit moins bien soigné qu'un Français, qu'un Suédois soit moins bien soigné qu'un Français. Un Anglais, j'en dirais peut-être pas la même chose, parce que je crois qu'il y a un système de santé totalement différent, mais il n'y a probablement pas de gros écarts dans le domaine de des soins eux-mêmes et de la longévité des hommes et des femmes. Donc, nos autres pays dépensent moins. Comment font-ils? Il faut regarder. Il ne faut pas avoir peur de regarder. Et dans l'organisation de nos soins, on a deux leviers, c'est l'ambulatoire et c'est l'hospitalier. Au niveau de l'hospitalier, bien entendu, on constate quand même qu'il y a des gros efforts à faire par rapport aux autres pays. On a essayé par la loi HPST de résoudre quelques problèmes en restructurant les hôpitaux, qu'on appelle communauté hospitalière territoire, ou GCS, qui sont les groupements de coopération sanitaire, en public-privé ou public-public. Tout cela pour essayer de réduire un peu la voilure du nombre de lits, car nous avons plus de lits par habitant que dans nos autres pays européens. On a plus de lits hospitaliers que dans nos autres pays. Donc il y a une profonde restructuration à faire dans le domaine et CHU et centres hospitaliers en France, non pas en les fermant, mais en leur donnant d'autres orientations. Parce que dans les soins, vous avez les soins aigus, vous avez les soins chroniques, et vous avez le long séjour, qui sont donc la dépendance, etc. Donc il faut savoir peut-être restructurer le milieu hospitalier dans ces diverses voies. Au niveau de la médecine ambulatoire, on a une médecine qui est de qualité. D'ailleurs, les Français sont satisfaits de leur médecine. Il y a quand même quelques problèmes malheureux, c'est la pénurie des médecins de premier recours, médecins de famille, grosso modo, une pénurie énorme, une mauvaise distribution, si vous voulez, une mauvaise répartition sur le territoire, et on peut se poser des questions, justement, d'avoir une organisation différente de la médecine libérale à venir, de la médecine ambulatoire, les regroupements de médecins, d'autres formes de rémunération, d'autres formes de travail. Les jeunes ne veulent pas travailler comme travaillaient leur père ou leur grand-père quand il y a des familles médicales ou lorsqu'ils ont vu leurs plus anciens travailler trop, etc. Donc les jeunes n'ont pas la même vision de la médecine ambulatoire et lorsqu'ils voudront s'installer, ils ne voudront pas s'installer comme l'étaient les précédents. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a moins de 10% d'étudiants qui vont s'installer en médecine de ville. Moins de 10% des étudiants, ça veut dire qu'il y en a 90% qui font le choix d'autres formes de médecine. Donc ce sont des grandes réflexions qu'il faut avoir dans cette nouvelle organisation. C'est un défi des années à venir, mais un défi qui permettra aussi d'assurer une maîtrise médicalisée. Parce que autant nous étions dans le cadre du paiement à l'acte, de la liberté d'installation, donc d'augmentation de volume dès l'instant où l'acte est fixé et n'augmente pas. Quand vous avez un acte qui est fixé, un acte médical qui est fixé aujourd'hui, je crois, à 23 €, c'est quand même tellement faible qu'effectivement, ça peut faire travailler les volumes.
Donc on compense le prix par des volumes. Donc il y a, avec les médecins, avec les syndicats, à voir comment on peut mieux organiser la médecine ambulatoire et comment mieux maîtriser les dépenses. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, il faut le reconnaître, depuis 2 ou 3 ans, puisque l'ONDAM a été tenu, ce qui veut dire qu'ils ont fait des efforts. Mais pour l'avenir, il faut donc avoir d'autres réflexions. Voilà un petit peu quels sont... Alors évidemment, l'autre point, et puis après on posera, je pense, les questions, l'autre point auquel je voudrais insister, c'est que, et là, M. de Pourvourville me suivra peut-être, dans nos dépenses d'assurance maladie, où je vous ai dit qu'on dépensait plus que ce que l'on mettait en l'ONDAM, nous avons constaté que les patients, les malades chroniques, dits chroniques, par la liste des 31 maladies d'ALD, augmentent de plus en plus chaque année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 10 millions de Français qui sont en maladie chronique dite affection de longue durée. Ces 10 millions de Français représentent 9-10% de la population, 8% de la population, et ça va augmenter jusqu'à peut-être 15% dans les 10 ans qui viennent. On va donc avoir une croissance aujourd'hui qui est supérieure à 6% par an de patients mis en longue maladie. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles maladies, parce qu'il y a plus de la démographie, etc., parce qu'il y a le vieillissement, parce qu'il y a des éléments qui font que le nombre de patients qui rentrent dans le cadre des affections de longue durée augmente. Mais cela entraîne des dépenses importantes. Ça représente 65% du total des dépenses d'assurance maladie. 65% des 175 milliards. Et ça ne fera qu'augmenter. Donc, doit-on continuer de laisser ce régime d'affection de longue durée, c'est-à-dire la prise en charge à 100% des patients? Ou doit-on envisager des réformes? Donc tout le monde s'est penché sur le sujet, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil d'Assurance Maladie, les économistes, les universitaires et même les parlementaires. On s'est penché sur ce sujet et en se disant qu'après tout, il y a peut-être des réformes à faire. C'est premièrement la réforme des ALD. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à 31 maladies, mais ça remonte à 1950, 1955, ça fait quand même 30 ans. Les maladies ont évolué. Toutes les maladies dites longue durée ne sont plus aussi coûteuses qu'elles l'étaient, ne sont plus aussi graves qu'elles l'étaient, puisqu'il y en a qui sont guérissables. Donc il y a un toilettage à refaire dans ce... Non, alors c'est proposé effectivement par la HAS, par le Haut Conseil. Faut-il aussi envisager de continuer d'avoir autant d'exonérations que nous avons du ticket modérateur? Le ticket modérateur aujourd'hui est une exonération, c'est 60% et 40%, 65%. On pourrait baisser le ticket modérateur pour économiser, mais ce n'est pas fait. Vous avez, je l'ai rappelé, le forfait hospitalier, vous avez les franchises, vous avez les forfaits de longue durée. Toutes ces exonérations, c'est multiple. Et plus personne n'y comprend rien. Les gens ne savent même plus pourquoi ils sont exonérés. Ils disent j'y ai droit, c'est tout. Mais ils ne savent plus pourquoi ils sont exonérés. Est-ce qu'ils sont exonérés parce qu'ils sont anciens combattants, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont... bon, etc. On ne sait plus. Donc il y a aussi éventuellement à avoir une réflexion, c'est de dire pourquoi on ne supprimerait pas toutes ces exonérations et qu'on arriverait à avoir une simple réflexion de dire qu'est-ce que l'on peut laisser comme reste à charge à chaque patient. Est-ce qu'on laisse un reste à charge important? Pas important. Aujourd'hui, le reste à charge des maladies de longue durée varie entre 400 € à 1 500 €. Grosso modo, c'est à peu près la fourchette de ce qui reste comme reste à charge. Et ce reste à charge peut effectivement être très important pour les patients qui seraient les plus fragiles, et donc entraîner à la longue, pas une désertification, mais un refus d'accès aux soins. C'est-à-dire ils refusent de se faire soigner à cause de reste à charge qui serait de plus en plus important. Donc il y a des réflexions comme celles qui existent en Belgique ou en Allemagne, c'est de créer ce qu'on appelle le bouclier sanitaire.
Quand on parle de bouclier, c'est toujours assez péjoratif. Un bouclier, on se protège de quoi? Alors, je crois qu'il faudrait qu'on change le terme et de dire qu'en fait, c'est un système protecteur du reste à charge. On va protéger de l'élévation du reste à charge de nos patients malades et de savoir comment on peut mettre un plafond d'un reste à charge acceptable en fonction de la situation des individus. Et l'idée belge, c'est de dire on va faire un plafond modulé entre 400 € plafond minima, 1800 € plafond maxima par an de prise en charge des soins. Donc que ce soit des soins ambulatoires ou des soins hospitaliers. Donc le reste à charge, le plafond, 400 € pour les plus fragiles, 1800 € pour les moins fragiles, en fonction de leur situation familiale, financière, etc. En Allemagne, ils ont pris un autre raisonnement, ils ont fait un pourcentage en fonction du revenu. Et ils ont institué un système protecteur, qu'ils appellent bouclier, leur système protecteur, de dire pour les patients en affection chronique, en maladie grave, on mettra un plafond à 1% du revenu de la famille. Par contre, pour les autres, tous ceux qui ne seraient pas en affection de longue durée, c'est-à-dire tout individu sain qui n'a rien, 2% de son revenu. Évidemment, revenu fiscal, ménage, après déduction, après amortissement, etc., comme le revenu fiscal que vous avez sur votre feuille d'impôt. Donc, vous avez en Allemagne la possibilité d'avoir un plafond, une modulation d'1% du revenu à 2% du revenu en fonction de votre situation financière. Donc, certains opposants à ce système nous disent « Ah, ça y est, c'est la rupture du pacte de solidarité de 1945 ». À mon sens, non. Je ne sais pas ce que M. Depour vous le dira tout à l'heure. À mon sens, pas du tout. Je pense que cotiser en fonction de ses moyens, oui. Recevoir en fonction de ses besoins, oui. C'est ça le pacte. Donc si on a un plafonnement du reste à charge lié à ses revenus ou à un plafond déterminé par un curseur, c'est protéger les plus faibles. Car tous les plus faibles, bien entendu, avec un revenu minimum, n'ont pas de plafond. Donc, ils n'auront plus ce reste à charge important de entre 400 et 1500 €, qui est aujourd'hui la constatation de tous les jours du reste à charge de nos patients qui sont en affection de longue durée et qui sont soumis à ces restes à charge importants qui fait qu'ils parfois ils échappent au système de soins. Voilà un peu résumé entre le défi financier d'aujourd'hui avec des chiffres. C'est peut-être casse-pied d'entendre des chiffres, mais ça fait un peu du bien de temps en temps de se les rappeler, parce que quand on se compare, on se rassure. Et quand on voit ce qui se passe en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie et autres, on voit très bien que les réformes envisagées sont de réduire, eux, leur protection sociale, c'est de réduire les retraites, c'est de réduire les systèmes de soins, c'est d'augmenter les cotisations. En France, on a encore aujourd'hui une situation qui reste tout à fait, non pas à l'équilibre, puisqu'elle n'est pas à l'équilibre, mais qui reste comme nous l'avons souhaité, c'est-à-dire de continuer d'assurer un haut niveau de protection sociale. La deuxième partie, je vous dis, du PLFSS, quand il sera discuté dès la semaine prochaine, va abaisser simplement l'Ondam de 2,8 à 2,5. Ça fera peut-être hurler les uns et les autres, mais c'est encore, au lieu de mettre 4,6 milliards, on ne met que 4 milliards dans la balance. Donc on rajoute encore des dépenses dans l'assurance maladie. Les retraites, vous voyez quelle est la réforme des retraites. Pour le reste, on ne touche pas grand-chose. Les cotisations n'ont pas été augmentées. La CSG n'est pour ainsi dire pas augmentée. Les cotisations sociales ne sont pas augmentées. Malheureusement, elles sont réduites du fait du chômage. Donc on essaye de tenir. Espérons qu'on tienne le plus longtemps possible pour garder les 3A. C'est l'économiste le dira, mais enfin, je suis moins calé là-dessus. Mais de tenir un peu la barre des pays qui sont encore des pays non déclarés en cessation de paiement. Voilà donc l'essentiel de ce que je pouvais vous dire, mais je pense qu'il y a tellement à dire qu'on pourrait voir ça avec les questions et réponses. Merci.
c'est toi que Oui, merci beaucoup, Jean-Pierre. J'ai deux questions, effectivement. La première, donc, puisqu'on s'intéresse au fond à l'équilibre des comptes de l'assurance maladie, vous avez bien mis l'accent sur le fait qu'il y a une question de niveau de dépenses, et donc on espère faire mieux finalement avec moins, enfin aussi bien avec moins, donc on voudrait réduire ce niveau de dépenses, mais il y a la question aussi de l'évolution de toute façon dans le temps. Admettons qu'on soit efficace et qu'on soit plus efficace et qu'on diminue le niveau de dépenses, ce qui permettrait effectivement de favoriser au moins conjoncturellement le retour à l'équilibre des comptes. Mais au fond, ce qu'on constate malgré tout, c'est que le Parlement continue d'accepter de voter un rythme d'augmentation de ses dépenses parce qu'il parle du constat que les besoins augmentent, que de toute façon, il y a des techniques nouvelles qui apparaissent, comme vous le disiez, des maladies nouvelles qui apparaissent. Donc, quoi qu'il arrive, et l'évolution de ce rythme des dépenses, finalement, est au fond, d'une certaine façon, déconnectée, en partie exogène ou déconnectée des mécanismes de prélèvement et de financement de l'assurance maladie. C'est-à-dire que d'un côté, on a plutôt des recettes qui sont pour le moment très indexées sur l'activité économique, et puis on a des dépenses, on se dit, admettons qu'on ait optimisé le système de soins, et qu'on passe on rêve à 165 milliards au lieu de 174 milliards, mais l'année prochaine, admettons qu'on soit passé à 105 milliards, vous allez dire on va quand même voter 2,5 dons d'âme. Donc est-ce qu'il ne serait pas logique dans ces conditions de dire que la règle d'or qu'on souhaite appliquer au déficit public devrait s'appliquer aussi au compte de l'assurance maladie? Autrement dit, que quand on vote, le Parlement vote 2,5, il devrait voter les recettes correspondantes permettant d'arriver à l'équilibre. Et quel que soit finalement, et avec donc des ajustements et des régulations peut-être effectivement conjoncturelles, qui existent déjà. On module finalement, on ne peut pas trop moduler l'emploi, on a un peu de mal. La CSG, c'est très dépendant du PIB, on module sur les autres taxes. Donc ça, c'est un peu ma première question. La deuxième question, c'est vous parliez de réforme, vous avez parlé beaucoup de l'ALD, etc. Ce qui se passe, c'est qu'au fond, là, on est confronté au court terme. Donc, on essaye de gérer les fuites, clairement. Mais si on réfléchit à plus long terme, notamment sur ce que vous disiez sur les réformes du système, ce qui me frappe, moi, c'est, il y a pas mal de gens qui disent attention, attention. Je veux dire, on est en train, d'une certaine façon, de désinvestir, de désinvestir par le biais des remboursements, de l'augmentation des restes à charge, etc., de l'organisation, du fonctionnement des soins primaires, mais aussi du fonctionnement des soins primaires qui sont un outil essentiel de prévention primaire. Or, aujourd'hui, finalement, si on regarde le moteur des dépenses, et vous l'avez évoqué, c'est les pathologies chroniques. Et il est clair que si vous prenez diabète, en gros, le cardiométabolique et le cancer, vous avez les deux plus gros, finalement, postes de dépenses en ALD, les plus gros volumes d'augmentation. Et ça augmente aussi parce que des nouveaux traitements apparaissent qui permettent de traiter des patients qu'on ne traitait pas avant. Mais est-ce que quel est, à terme, est-ce qu'un jour le gouvernement va vraiment s'intéresser à un investissement très très lourd sur la prévention primaire et notamment, ça veut dire réinvestir complètement dans l'organisation des soins primaires. Ça ne veut pas dire ne pas faire des soins curatifs après, mais réinvestir là-dedans. Et quelle est la marge de manœuvre qu'on a réellement aujourd'hui pour faire ça? Et est-ce qu'on n'est pas en train en désinvestissement quand même un petit peu des soins primaires, vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette vision-là, de creuser un peu notre tombe derrière, quoi. Oui, il y avait deux questions. La deuxième est simple, c'est la prévention. Je crois qu'effectivement, il faut que l'on copie sur les pays nordiques. Les Suédois, les Finlandais ont donné déjà l'exemple qu'ils ont un système de prévention extrêmement développé, si bien que qui dit plus de prévention dit protection de la santé de l'individu. Donc si dès le plus jeune âge, on peut s'engager ou engager nos concitoyens à avoir une réflexion dans la prévention, ils auront une meilleure santé, donc ils seront plus protégés, donc moins de dépenses à terme. C'est logique, ça découlerait. Donc ça décale. Donc automatiquement, développer nos systèmes de prévention, c'est fondamental. Et je crois que ça rentre dans le cadre du défi organisationnel du système de soins en France. Aujourd'hui, on a beaucoup plus axé sur la médecine curative que sur la médecine préventive. Donc il faut que là, il y ait
un curseur qui se déplace et qu'on soit plus vers une médecine prédictive, une médecine préventive plutôt, que la médecine curative, le curatif arrivant plus tard. Donc ça, c'est fondamental et je pense que ça devrait faire partie des nouvelles conventions avec les caisses d'assurance maladie des médecins des médecins libéraux, mais à l'hôpital, ça doit être la même chose, c'est qu'ils s'engagent dans des contrats conventionnels à développer plus leur système de prévention vis-à-vis de leurs propres patients, puisqu'il y a une relation médecin-patient. Donc il faut développer cette prévention. Ça, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est très très loin. Il faudrait arriver à près de... On est à combien? On doit être à 2 ou 3% de prévention dans notre enveloppe globale. Il faudrait qu'on dépasse les 10%. C'était d'ailleurs un des engagements que nous faisions, c'est qu'il faut qu'on dépasse au moins 10% de budgétisation dans le domaine préventif. Alors on en est loin. 10%, c'est 17 milliards, alors qu'aujourd'hui, on doit être à 2 ou 3 milliards. Donc voilà, il faut donc qu'on s'y engage. La deuxième question, c'était sur... Oui, alors je vais être un peu provocateur, mais je le fais volontairement. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, c'est un jour, on peut le faire. Déjà, si on commence à supprimer les fraudes sociales au système d'assurance maladie, pas à l'ensemble. L'ensemble a été évalué, y compris la Cour des comptes le dit, autour de 20 milliards, dont 15 milliards, 16 milliards pour les cotisations dans l'emploi. Alors n'en parlons pas. Parlons des fraudes au système d'assurance maladie. C'est environ 3 milliards par an. Entre 3 et 4,5 milliards par an de fraude à l'assurance maladie. Si chaque année on gagne ça, déjà pas mal. Deuxièmement, et là je suis assez en phase avec ce qui avait été déterminé par certains économistes, de dire qu'il y a entre 8 et 10 milliards par an d'actes ou de traitements inutiles. Je le prends à mon compte et je le défends. C'est provocateur vis-à-vis des gens, mais je crois que c'est exact et que c'est facile à vérifier. Entre 8 et 10 milliards par an d'actes inutiles ou qui ne servent à rien et qui sont redondants, etc. Si on arrive à avoir les deux, vous avez plus de 10 milliards, 10 à 12 milliards de gains par an, c'est-à-dire 10% presque du total. Et ça, vous voyez, bon, c'est provocateur. Mais si on ne s'y engage pas, à avoir des réformes comme ça structurelles, de la structure même assurance maladie, ben on ira toujours à dépenser plus. Donc alors effectivement, avant de trouver du plus, essayons déjà d'avoir un système efficient, d'avoir une excellente maîtrise et d'éviter les dérives dites inutiles. Ce serait déjà pas mal. Alors Alain. Merci. Alors, deux questions qui n'ont rien à voir, mais le bouclier sanitaire, donc. Donc, vous avez évoqué le modèle, enfin l'expérience belge, les tentatives allemandes. Il y avait eu un projet en France qui avait soulevé un gros tollé, si bien qu'on n'en parlait plus. Vous croyez qu'on peut le faire revivre aujourd'hui? Ma première question, donc. Et deuxième question, il y a un sujet dont vous n'avez pas parlé, c'est le médicament. Alors, on connaît vos positions courageuses, parfois, isolées, même au sein de la majorité. Hein, on a coutume de dire que c'est parfois une vache à lait, une variable d'ajustement par définition. Ça devient aussi maintenant un bouc émissaire. Est-ce que vous n'avez pas conscience qu'on est en train de geler un secteur économique pendant quelques mois? Et qu'est-ce que les décisions d'aujourd'hui et demain risquent d'apporter? Sur le bouclier sanitaire, oui, on en a parlé, on l'a rejeté, mais souvenons-nous, il y a eu les débats de Raoul Brié et Bertrand Fragonard, que tout le monde connaît, qui ont fait un rapport excellent. Il y a eu ensuite la Haute Autorité de Santé qui a fait également un rapport. Il y a eu la Caisse nationale d'assurance maladie qui a fait un rapport. Vous avez eu ensuite quelqu'un qui s'appelait Martin Hirsch qui avait relancé l'idée au moment où il y avait toutes ces exonérations. Nous-mêmes, nous avons fait un rapport parlementaire sur le bouclier sanitaire. Et j'ai l'impression que ça revient, ça ressort des tiroirs dès l'instant où même la Cour des comptes, dans son rapport 2011, évoque cette idée de dire il faut le ressortir, il faut le remettre sur la table.
Donc pourquoi ne pas le remettre sur la table dans le débat qui va arriver dans les mois qui viennent, débat présidentiel, sur de nouvelles formes de financement de notre protection sociale. Peut-être à remettre sur le tapis, et moi j'en suis partisan, de remettre cette idée sur le tapis parce que c'est une idée qui pourrait résoudre en partie le problème des infections de longue durée. Voilà. La deuxième question sur le médicament, variable d'ajustement ou pas, bon, on sait que le médicament en France, ça représente près de 30 milliards de dépenses. Vous avez aujourd'hui des médicaments qui ont une certaine longévité, qui remonte à longtemps. Il y a très peu de molécules innovantes. Il n'y a plus de blockbusters en France ou dans le monde. Donc il y a un retard là aussi à l'allumage de l'industrie pharmaceutique. Ils le disent eux-mêmes. Il n'y a pas la recherche est en panne chez eux. Bon, mais ça reviendra un jour, ça repartira. En attendant, il y a eu le problème des génériques. Donc c'est vrai que le taux de générique en France, le taux de pénétration est autour de 20%. En Allemagne, dans d'autres pays, il est à 50%. Si le taux de pénétration des génériques pouvait gagner 10 points, 15 points, on gagnerait en économie de dépenses. Ce n'est pas la pénalité de l'industrie pharmaceutique. Les génériques étant un peu plus chers, disons-nous, en France qu'ailleurs, il faut trouver les équilibres. Et là, on ne pénalise personne. Par contre, justement, je préfère qu'on aille dans ce sens-là et qu'on évite de pénaliser ou d'instrumentaliser ou de stigmatiser l'industrie pharmaceutique parce qu'on en a besoin. Et on a besoin de recherche, on a besoin de développement. Donc, il y a les crédits impôt recherche, il y a le PCRD européen, c'est le 7e plan qui va aussi dans ce domaine-là. Il faut qu'on aille en direction de la recherche et développement pour de nouvelles molécules. Et l'industrie a aussi sa mutation à faire et ses réflexions à avoir elle-même dans son développement. Mais je crois qu'elle y pense sérieusement dans les débats que je peux entendre. Mais moi, je ne stigmatise pas et je ne pénalise pas. Par contre, dans le domaine des génériques, il y a des efforts. Dans le domaine de la baisse des prix, il y a des efforts. Et dans le domaine de la recherche et de l'innovation, il y a aussi des efforts qu'ils doivent faire. Et à partir de là, je ne pense pas qu'on pénalise l'industrie pharmaceutique. Alors évidemment, on peut dire qu'aujourd'hui, pourquoi on en parle, pourquoi vous en parlez, c'est parce qu'il y a eu un zoom, un flash sur quelque chose de dramatique et de désagréable et qui semblerait entacher le monde pharmaceutique. Mais moi, j'essaye de faire la séparation entre les deux. Ce n'est pas parce qu'un individu conduit à 160 à l'heure que tout le monde conduit mal. Je pose la dernière question. Et par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure concernant la révision des ALD. Tu as évoqué le fait qu'on pourrait revoir à l'intérieur des ALD un certain nombre de choses. Donc la question, c'est qu'est-ce qui pourrait être revu en matière d'ALD et quelles sont dans la liste des 31 maladies celles qui pourraient être revues. Notamment, il y a eu tout le débat autour de l'hypertension artérielle récemment. Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui peut être envisagé par rapport à ça? Ensuite, sur l'idée des gaspillages et du mésusage d'un certain nombre de choses. Toutes les grandes entreprises et tous les systèmes complexes admettent qu'il y a 10% à peu près de leur chiffre d'affaires qui se trouve être dans les cloisons, dans les difficultés, donc dans les pertes. Parce que c'est simplement un système d'organisation qui rend il y a le modèle idéal et puis il y a les réalités. Donc, dans la réalité, il y a toujours autour de 10% dans le fonctionnement qui est en situation de déperdition, de pas être exactement à bon escient. Comment est-ce que dans un système aussi complexe que celui de l'assurance maladie et de l'ensemble des acteurs, on pourrait arriver à une espèce de zéro faute, de zéro gaspillage, de zéro... je ne parle pas de la triche, qui est un autre débat. La triche, c'est pas acceptable. Ça peut être, on peut arriver de manière asymptotique, mais tout ce qu'on baptise gaspillage et qui est souvent
liées au système lui-même, avant d'être liées à un mauvais état d'esprit. Pour les affections de longue durée, il est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion, elle va sur certaines des 31 maladies. Si tu les relis, je crois qu'on retrouve la lèpre dedans, on retrouve des maladies comme cela. Bah oui, enfin voilà, bon, maintenant, déjà, nettoyons chez soi, balayons chez soi. Deuxième point, qui est le plus important, c'est quels sont les critères d'admission, de suivi et de sortie des ALD. Aujourd'hui, ces critères-là, on ne les a pas, pour ainsi dire. Les médecins ont le formulaire PIRES qui rentre, il y a des contrôles de temps en temps, mais c'est tout. Mais on n'en sort pas et il faudrait qu'on arrive à suivre. Alors, il y a des exemples. Prenons l'exemple de l'insuffisance coronaire. Il y a des médecins ici. L'insuffisance coronaire, l'angor coronarien, y compris l'infarctus, il peut majoritairement être guéri. Stabilisé premièrement et deuxièmement guéri. Oui. Il peut être opéré, les pontages, il est guéri. Donc ne doit-il pas laisser sa place à quelqu'un d'autre pour rentrer dans le monde des ALD et lui en sortir? On peut donc en sortir parce qu'on est considéré comme guéri, on reprend son boulot, et y rentrer à nouveau le jour où on a un nouveau problème, c'est-à-dire une rechute. Dans l'hypertension artérielle, le problème, j'en évoquais hier avec, je ne sais pas, il n'est pas là, Gérard Raymond, on m'avait dit qu'il serait là, discuter avec lui. L'hypertension artérielle, elle a varié en fonction des 20 années passées. On parlait d'hypertension à 17, 10, maintenant on parle d'hypertension à 15, 9. On varie dans les chiffres, sur le plan de la norme internationale. Donc on diminue les chiffres et on reste toujours en hypertension. Et l'hypertension, quand elle est traitée, elle est stabilisée. L'hypertension, elle a un retentissement que si le retentissement est contrôlé par l'échographie ou par un fond d'œil ou par des éléments. Donc vous avez un nombre important de patients en hypertension qui déclarés hypertendus, traités, stabilisés, sans retentissement. Doit-on être en longue maladie? Je ne crois pas. On sera en longue maladie le jour où vous avez un signe de retentissement avec un risque supérieur. Donc, si on met tout le monde qui a un risque potentiel en ALD, c'est 60 millions de Français qu'il faut mettre en ALD parce qu'on a tous un risque d'être malade du jour au lendemain. On a tous un risque. Donc, ce qu'on appelle l'affection de longue durée, c'est un système protecteur. Protecteur de l'individu face à cette maladie, face aux risques, face aux complications, et protecteur sur le plan financier puisqu'il est pris en charge. Mais d'un autre côté, il coûte à la société. Donc, il faut aussi savoir entre bénéfice-risque ce qu'il faut faire. Et dans les affections de longue durée, c'est un peu ce qu'il faut revoir en général. C'est pour ça que l'histoire du bouclier est intéressante parce qu'on oublie tout ça. Et on protège tous les individus au même niveau en fonction de leurs possibilités personnelles financières. Donc, c'est plus simple. On n'a plus à avoir ces raisonnements de dire j'en ressors pas, j'y mets. Et le deuxième point, je ne sais plus lequel c'était, mais il était plus difficile. Oui, c'était les gaspillages. Bon, attends, je ne vais pas te faire de dessin. J'ai dit que 3 à 4 milliards de triches, c'est reconnu, c'est connu, tout le monde le sait. Il faut faire le ménage là-dessus. Sur le gaspillage, ben oui, bien entendu, il y a des gaspillages parce qu'on voit bien que l'organisation parfois pêche par défaut. Si vous avez un manque de médecins dans certaines régions, on va facilement à l'hôpital. Si vous appelez un numéro de téléphone, vous allez à l'hôpital, peut-être pour pas grand-chose, mais ça entraîne des dépenses de santé. Est-ce bien utile? Est-ce que s'il y avait eu des médecins installés, ils n'auraient pas envoyé, par exemple, à l'hôpital? Deuxièmement, vous avez une redondance d'examens. Est-ce qu'il est logique de faire 2 ou 3 fois les mêmes examens parce qu'on dit qu'un médecin va dire « moi, je n'ai pas confiance en celui-là, on le refait » ou un médecin hospitalier refait, etc., les examens. Et on refait des radios, on refait des scanners, on refait des IRM. On intervient peut-être chirurgicalement aussi sur les choses dont on aurait pu se passer. J'ai même vu parfois, et là, il y a encore aujourd'hui des études aux États-Unis qui montrent est-ce que tous les pontages et les poses de stent sont bien utiles dans tel et tel cas, et tel, etc. Il y a une réflexion. Vous avez même une réflexion entre le pontage et la dilatation. Vous avez des réflexions qui montrent que peut-être on exagère parfois sur certains patients. Il y a toute cette réflexion qui montre que l'on a des... Alors,
c'est plus les fraudes, c'est ou des abus ou il y a abus, excès, gaspillage. Dans ces trois mots, il y a les excès. Oui. Il y a aussi le patient qui sont consommateurs, qui demandent avoir une radio pour n'importe quoi, un électrocardiogramme que tu refais 3 fois dans la semaine, souvent pour pas grand-chose, un nombre d'échographies, un nombre, etc. Donc, il y a les excès, il y a les abus des uns et des autres, et puis il y a les gaspillages, parce que c'est gaspiller l'argent de la société. En fait, si tu payais toi, tu aurais une responsabilité et peut-être qu'on n'irait pas jusqu'à ce point-là. Or là, on dit j'y ai droit. C'est un tirage. Donc là aussi, il faut... Et ça s'est évalué entre 8 et 10 milliards par an. Voilà. Mais on pourra le faire. On a des listings d'examens redondants. Bien. Alors maintenant, on va faire circuler la parole. Simplement, vous vous présentez, vous posez des questions. Alain Clergeau, deux questions. La première, même si l'assurance maladie continue à rembourser toujours globalement au même taux, on voit bien qu'en fonction des populations, le reste à charge est bien différent. Quand on est en ALD ou hospitalisé, ou quand on est une jeune famille avec enfants qui n'a recours pas à l'hospitalisation, mais uniquement à la médecine de proximité, médecin généraliste, spécialiste. Et à ce moment-là, le reste à charge en dehors de l'assurance maladie, c'est complémentaire, etc., est de l'ordre de 44-45%. On voit bien que dans les retraites, même si la réforme couvre un certain nombre pour l'avenir, ça ne règle pas complètement le problème et ça, d'une certaine façon, ça ne règle pas le problème des jeunes non plus. Et troisièmement, on a parlé de la CADES tout à l'heure, mais on a quand même oublié que l'année dernière, cette CADES, la dette a été reportée, la date de la dette, alors que c'était normalement inscrit dans le marbre. On en avait débattu à l'époque. Et moi, j'ai trouvé ça dramatique une fois de plus, de transférer cette charge sur les jeunes générations. Donc ma question, à force d'aller dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit intergénérationnel à un moment que les jeunes générations disent le principe de solidarité, c'est bien pour vous, les vieux, entre guillemets, mais pour nous, après tout, est-ce qu'on n'a pas à prendre nous-mêmes en charge notre retraite et notre assurance maladie avec des systèmes privés? Deuxième courte question, on l'appelle cinquième risque, les mots sont importants et on voit bien que le problème en est le financement et pas les conséquences. Enfin, le besoin, il existe. Je sais que certains disent que ce ne sont pas de bons emplois lorsqu'ils sont au moins financés en partie par des aides de l'État, mais quand même, est-ce que ce n'est pas un moyen de créer des emplois répartis dans tout le territoire, non délocalisables, aussi bien dans l'aide de la personne que dans les structures de type EHPAD? Bon, je te reconnais bien là. Tu poses toujours la même question. Bon, la prise en charge des patients, aujourd'hui, c'est 77% pour les patients qui ne sont pas en ALD, grosso modo. 90%, 95% pour ceux qui sont en ALD hospitalisés. Ce sont des chiffres qui n'ont pas varié, qui sont très bons depuis plusieurs années. Il ne faut pas l'oublier, on a un haut niveau de prise en charge. Quand tu es dit 55%, là, moi j'ai un débat avec Didier Tabuteau, et il sait que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que ce que l'on prend dans les 55%, la chute, c'est qu'il prend aussi l'auditif, l'optique. Ah oui, mais des soins qui ne sont de toute façon pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, effectivement, on réduit, si on ajoute le tout, on réduit la marge de 77 à 55%. Le problème, c'est qu'il n'a pas mis en parallèle l'AMC, l'assurance médicale complémentaire, qui peut prendre donc ça en charge et augmenter le truc. C'est là où le débat il serait fixé. L'assurance maladie aujourd'hui ne couvre pas, ou couvre à minima, l'optique, l'auditif et le dentaire, pardon. Voilà, j'oubliais les trois. Donc c'est ça qui te fait descendre de 77 à 55%. Mais les soins de santé purs, c'est pris à 77%. Nous avons les chiffres. Je pense qu'il est parti économique. 76,5%. Bon. Donc on a un haut niveau. La deuxième question,
La dépendance. La dépendance, oui, tu sais qu'il y a eu des débats, il y a eu des auditions. On souhaitait sortir le projet de dépendance au mois de septembre. Malheureusement, là encore, on est rattrapé par l'actualité et rattrapé par l'ensemble des problèmes financiers. Donc, la présidence a souhaité que l'on reporte l'année prochaine ce débat. Rappelons que la dépendance, c'est environ 32 milliards d'euros par an, pris en charge 25 milliards par la CNSA, l'État, les conseils généraux, l'APA, et tout truc, tralala, et 7 milliards par les ménages. Nous avons besoin, compte tenu de l'augmentation de la population, on a besoin de 2,5 à 3 milliards par an supplémentaires. C'est ça le problème. Alors il y avait des solutions. Un jour de solidarité supplémentaire, 2,3 milliards, tu as presque le truc. Ou alors, tu trouves la récupération sur patrimoine. Tu as plein d'idées. Mais est-ce que c'était bien le moment choisi, le deuxième jour de solidarité? Je ne suis pas sûr que les gens l'acceptent trop aujourd'hui. On voit. Puis le reste, le remboursement sur patrimoine, ça pose encore des problèmes. Ou alors de prendre l'assurance vie privée. Il y a plein d'idées, mais le moment est mal choisi dès l'instant où tu es tombé sur ces problèmes de crise financière. Donc, on le reporte. Dommage. Alors, moi, je ne l'appelle pas 5e risque parce que ce n'est pas un risque d'être vieux. Au contraire, on espère tous l'être. Mais c'est une 5e branche qui s'appellera l'assurance dépendance. Bon. Et puis, le 3e point, c'est la CADES. La CADES, c'est toujours ta question. Oui, l'année dernière, on a prolongé. Que fallait-il faire? On était, tout de suite après les subprimes, on était en croissance négative. On était il y avait une crise mondiale financière et tu demandes à ce que l'on ne reporte pas, c'est-à-dire que si on ne reporte pas, il faut alimenter. Ce qui voulait dire qu'il fallait demander un peu plus de CSG, un peu plus de CRDS. Ça n'a pas été la voie choisie par le gouvernement de taxer plus au mauvais moment la population, parce que ça touche tout le monde. Les hauts revenus, ce n'est pas grave, mais les petits revenus, CSG, CRDS, ça compte. Donc même un 0,25 points, même 0,50 points. Donc il y a eu un report volontaire du fait de la crise survenue au plus mauvais moment, qui était au moment où on débattait de la CADES. C'est tout. Alors ça a été un choix. D'autres politiques auraient augmenté la CSG et augmenté la CRDS. Je ne sais pas s'ils ont eu raison. Pour l'instant, donc, nous avons reporté, décalé, effectivement. Mais même si tu avais ajouté un peu d'impôt, le problème du report sur les générations futures, ça y est toujours. Hein, parce que tu as toujours tes 1600, 1700 milliards de dettes générales. Donc, un peu plus, un peu moins. Souhaitons qu'une chose, c'est qu'on sorte des problèmes financiers et qu'on envisage les vraies réformes. Le problème, c'est les vraies réformes qu'on traînait pendant X temps. Il faut des vraies réformes et structurelles. Marc Kennedy, question technique simple et une petite question citoyenne après derrière. Question technique simple, quelle est votre vision des assurances complémentaires sur le reste à charge des ALD? Une question citoyenne, quelle est la part de responsabilité des deux assemblées, la représentation nationale, ce que vous évoquiez, M. de Pourpourville, tout à l'heure, dans la gestion de l'ONDAM, on va dire, et des déficits, ou plutôt de manière positive, quelle serait, selon vous, la capacité d'initiative de la représentation nationale pour aider tel ou tel gouvernement à mener les fameuses réformes de fond qu'il faut faire? Merci. Oui, les complémentaires, elles ont leur rôle à jouer. Ça, il est évident que l'assurance maladie obligatoire et le couple avec l'assurance maladie complémentaire, c'est indispensable, indissociable. Il faut même donner plus de pouvoir aux complémentaires parce que je pense qu'elles ne peuvent plus être payeurs aveugles. Il faut qu'elles aient également des données de santé, qu'elles aient les possibilités de savoir ce qu'elles remboursent exactement. Aujourd'hui, elles ne l'ont pas. Elles se plaignent d'ailleurs de cela. Le deuxième point, c'est que les complémentaires doivent faire aussi leur propre mutation, leur propre transformation. Il faut qu'elles inventent
des contrats santé en direction de ce qui n'est pas pris en charge par l'obligatoire. Et là, ça va, tout à l'heure, j'évoquais le problème du fameux bouclier sanitaire. Le reste à charge peut être pris pourrait être le reste qui resterait après action du plafonnement, c'est-à-dire du bouclier qui est anti-s'est mis en marche, il restera quelque chose en fonction des situations familiales. Ça peut être pris en charge par les complémentaires. Et puis il y a toute l'optique, les dentaires, il y a plein de possibilités qui peuvent être prises en charge par des complémentaires qui sont a priori sur un système volontaire. L'assurance santé, c'est la solidarité nationale. Donc on peut faire un zoom sur ce qui est solidarité nationale, panier de soins pris en charge par la solidarité nationale, et ce qui resterait à côté, bien entendu, de faire rentrer les complémentaires en jeu. Sinon, vous avez une assurance maladie globale, ce qui n'existe pas. Vous avez donc un couple. On y tient. En Allemagne, vous avez combien de caisses ? Vous en avez autant que de Länder et plus par Länder. Je crois qu'ils doivent être à 200 ou 250 caisses en Allemagne. Il n'y a pas de complémentaires, mais ce sont des caisses totalement séparées en fonction des régions, en fonction des populations, en fonction des pathologies, en fonction des situations familiales. Nous, on a un système obligatoire de solidarité nationale, mais qui irrigue tout le monde. Et à côté, les complémentaires ont un grand rôle à jouer. Et la deuxième question, le débat citoyen, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une certaine union nationale autour de ces sujets-là, comme ça existe dans d'autres pays, où ils se sont, si vous prenez l'Allemagne, ils ont réussi, gauche et droite, à s'allier pour avoir un système de santé qui a été en excédent, qui a un peu rechuté, qui aujourd'hui est à nouveau en équilibre. Mais ils ont tous travaillé ensemble. Nous, on travaille parfois, je ne vais pas faire de dessin, mais le système français est fait comme cela. L'Union nationale, elle réside souvent dans le fait que ce n'est pas un sujet de débat présidentiel, je le rappelle, pour ce qui concerne les questions de santé, de protection sociale. Caroline Dalibert, qu'attend-on de la loi Hôpital Patient Santé Territoire en termes de réduction des dépenses? Et a-t-on déjà vu quelque chose? Bonne question. Il y a 2 points majeurs au niveau de l'hôpital. C'est la restructuration, en particulier des communautés hospitalières de territoire, les GCS, qui sont des nouveaux pôles sanitaires avec un pôle référent. Donc vous avez un hôpital qui peut devenir hôpital de référence, et les petits hôpitaux se regroupent vers l'hôpital de référence, et on mutualise des moyens techniques, moyens de personnel, moyens de gestion. Vous pouvez donc avoir, je vais dire une bêtise, mais la blanchisserie, vous pouvez avoir les commandes groupées, vous pouvez avoir des groupements. Or, aujourd'hui, on vivait chacun séparé. Vous aviez chacun un hôpital avec un directeur, un conseil d'administration, etc. Donc, au niveau de l'hôpital, un changement considérable, mais ça va demander un certain temps. Deuxième point au niveau de l'hôpital, le directeur est devenu un peu, entre guillemets, un chef d'entreprise. Il doit gérer son hôpital comme le serait un chef d'entreprise, et il est redevable de la tutelle. Il fait bien son boulot ou pas son boulot. Alors que nous avions avant des directeurs qui étaient des directeurs qui s'occupaient simplement du minima de la gestion d'un hôpital. Donc on renforce le pouvoir du directeur sur le plan de la gestion. Ça, c'est au niveau du H. Au niveau du territoire, c'est le dernier point, ce sont les ARS. Les agences régionales de santé, c'est qu'on régionalise un peu notre système sanitaire en ayant réuni au niveau des régions tous les organismes, que ce soit la CRAM, que ce soit la DAS, la DRAS, je ne sais plus lesquelles, toutes les structures régionales qui existaient se regroupent en agence régionale de santé. Et vous réunissez au niveau de l'agence régionale de santé l'ARH, c'est-à-dire l'hôpital, mais également la médecine ambulatoire. Donc le directeur de l'ARS est également le garant du système hospitalier public et privé, du médico-social et de l'ambulatoire. Donc c'est ça les nouvelles structures. Mais ça va demander un certain temps parce que la mise en fonction des ARS n'a que quelques mois. C'était avril dernier. Donc on est qu'en décembre. Ça demande déjà un certain temps. Donc il faut que l'on arrive à pouvoir développer. Et l'ARS sera la nouvelle structure sanitaire régionale. Donc on
on démultiplie un peu de la nation vers la région, du national vers la région, tout en gardant un système national, bien entendu, qui surveille. C'est ce qu'on appelle le comité national de pilotage des ARS. Oui. Oui, docteur Vanegro, très intéressant. Vous parlez beaucoup réforme. Pour être très pratique, quelques demandes par rapport à des économies. La carte vitale qui était prévue pour avoir un dossier patient dessus, ça devient à l'heure. À quand? Vous parlez de faire des économies dans les examens. Je vous donne l'exemple du groupe sanguin Rhésus, qui est multiplié à tour de bras dans tous les centres hospitaliers parce que chacun se méfie du voisin. On ne parle pas non plus des 10 à 15% des patients qui abusent en prenant des rendez-vous, qui pour des examens particulièrement coûteux et contre lesquels on n'a aucun poids. Et puis enfin, question et évaluation, est-ce qu'on évalue toutes les réformes que l'on fait, que ce soit le parcours de soins, que ce soit les génériques, tant pour leurs bénéfices que pour leurs effets négatifs, etc. etc. Ce que vous dites sur le parcours de soins, les problèmes d'examen redondants et autres, ce n'est pas à nous politiques de prendre ça en charge. C'est aux relations entre les représentants des médecins et les représentants des assureurs, des caisses. Donc dans le système conventionnel, c'est à ce niveau-là que ça doit se juger. Nous ne pouvons pas juger, on n'est pas tous professionnels de santé, donc on ne peut pas juger. On peut donner une ligne de conduite qui est de réduire les excès, les examens redondants ou essayer de voir une meilleure efficience, c'est de donner la ligne de conduite. Ensuite, c'est aux représentants des médecins, dans le cadre des conventions et autres, de raisonner. Ben si. Bon, ils le font pas, mais en fait, c'est à eux, avec les caisses d'assurance. Là, je vois, il y en a un qui en fait partie des caisses conventionnelles. Non, tu n'es pas dans les commissions conventionnelles? Si, bon, voilà. Donc, ça doit se discuter à ce niveau-là. C'est ensuite à la haute autorité de santé de donner des référentiels en disant dans telle pathologie, on a besoin de X examens de sang, comme vous dites, ou on n'en a pas besoin. On a besoin de tel traitement médical ou pas besoin, etc. C'est à la HAS a été construite avec une mission médico-économique. Donc on renforce cette mission médico-économique pour qu'elle puisse avoir, c'est une autorité indépendante, qui, avec les collèges scientifiques à côté, pouvoir dire ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est efficient, ce qui est dépensier. Voilà, c'est un peu l'organisation. L'autre question, c'était l'évaluation des réformes. Ben, normalement, il est souhaité qu'il y ait des évaluations régulières, mais souvent, il y a la Cour des comptes qui le fait, il y a la certification des hôpitaux est faite, mais enfin, il faut réfléchir. Et puis, on voit bien, par les statistiques financières, on voit bien si ça va à la dérive ou pas. Hein. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure montrent qu'on va plutôt vers la dérive, sauf l'ONDAM qui a été respecté depuis 3 ans. Donc ça montre qu'il y a eu une maîtrise médicalisée qui a été positive. Et puis, l'autre point, c'était... Hein? Ah, ben la carte vitale. Moi, j'ai ma carte vitale avec photo. Hein. Alors, le DMP, oh là là. Le DMP. Le DMP, c'est l'Arlésienne. Hein? C'est l'Arlésienne. Il est indispensable. Le directeur de l'ASIP, l'agence de système informatique, Robin, aurait dit qu'il y avait 30 000 dossiers aujourd'hui, qu'il y en aura 1 million dans les 2 ou 3 mois qui viennent en France. Bon, si c'est vrai, tant mieux. À titre personnel, j'ai fait voter une loi sur la clé USB. Personnellement, moi, je pense, et le ministre m'a dit lui-même en aparté, que s'ils avaient su, on n'aurait fait que ça. Parce que l'Angleterre a abandonné le DMP et l'Allemagne est en train de faire le même retour de truc parce que c'est et complexe et onéreux. La clé USB était toute simple pour travailler de professionnels de santé avec les autres professionnels de santé et avec les hôpitaux et avec les spécialistes généralistes. Mettez ça dans votre ordinateur et vous avez un dossier médical informatique sur clé USB. La loi existe, les décrets ne sont pas parus. Parce que ça gênerait le développement du DMP. Mais moi, ça ne fait rien, je vais pousser quand même. Hein. On pousse quand même puisque la loi est votée. Et par l'Assemblée et par le Sénat. Donc le dossier sur clé USB existe. Existe sur les textes, mais pas dans les décrets. François-Régis Mouline. On a beaucoup parlé des dépenses et il est certainement difficile d'agir sur la dépense parce que ça demande d'avoir une bonne visibilité
Ça demande d'avoir une bonne visibilité de la nature de la dépense. Vous mentionnez tout à l'heure les pontages, celui qui guérit l'ALD et le pontage qui pourrait par ailleurs être un abus. Mais on a peut-être moins parlé des recettes, et vous avez évoqué tout à l'heure la piste de la TVA sociale. Et j'aimerais savoir, pour vous, quelles sont les difficultés à sa mise en place, parce qu'on en parle depuis maintenant un certain temps et on n'en voit pas forcément la mise en place. La TVA sociale, quand on l'appelle comme cela, elle existe dans certains pays. Ils l'ont mise en marche, c'est de payer plus sur la consommation, mais de réduire d'autant la cotisation salariale, ce qui fait donner plus de pouvoir d'achat aux salariés, mais par contre, il y a une TVA augmentée sur le plan de la consommation. Ce que vient de dire Michel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est anti-délocalisation, c'est devoir, et c'est possible par les règles de l'OMC, par les règles de la Commission européenne, d'avoir une contribution sociale à destination de la protection sociale de pays en provenance de produits importés qui sont hors CE. C'est-à-dire tous ces produits en venant de certains pays dans des domaines qui sont d'une consommation exagérée, en particulier dans la grande distribution. Et ça échappe. Un exemple bête, les jouets de Noël qui viennent de Chine. Un autre exemple, c'est d'autres t-shirts qui viennent de je ne sais pas où, d'Afrique ou du Brésil ou autre, qui sont consommés de tissus. Bon, donc tout cela échappe. Donc s'il y avait une contribution à l'entrée, à l'importation, ce n'est pas mettre en difficulté l'État par rapport aux autres pays européens, puisque vous savez qu'il faut toujours avoir un équilibre dans ces domaines pour ne pas risquer d'avoir ce qu'on appelle la protection, le protectionnisme, que font d'ailleurs très bien les Américains et les Chinois. Et l'Europe ne le fait pas. Donc savoir si nous pouvons le faire, non pas en termes de protectionnisme, ce n'est pas donc pour tous les produits, ce n'est pas pour les voitures, c'est dans tout ce qui serait destiné à la protection sociale. C'est-à-dire c'est fléché. Ça ne rentre pas dans le budget général, ça rentrerait dans le budget social. Donc c'est une piste à creuser, c'est une piste à évoquer, parce qu'il y a énormément de produits qui sont consommés en France et qui échappent. Et finalement, qui est-ce qui paye? C'est uniquement la petite PME par ses cotisations sociales, c'est l'ouvrier, c'est le salarié, c'est nous-mêmes par nos cotisations. Et tout ce que l'on consomme échappe. Alors ceux qui construisent ici payent, mais ceux qui construisent ailleurs ne payent pas. Vous voyez, il faut trouver un équilibre. Et ça, c'est une des pistes de réflexion. Il y en a beaucoup maintenant qui y pensent. Alors on parle d'anti-délocalisation parce qu'on voit très bien que certaines grosses entreprises vont construire loin et réimportent leurs produits et vendus en France. C'est un débat politique. J'ai le souvenir de quelqu'un qui a parlé de la TVA sociale un jour à la télévision, puis ça a coûté, je ne sais pas combien tiens, voilà, une quarantaine de députés en moins. Enfin, des trucs. Vous savez, c'est tellement sensible et épidermique qu'il y a des sujets dont on voudrait ne pas en parler. Puis un jour, on en reparle. Ça demande du temps. En France, on met du temps, comme le bouclier sanitaire. Ça fait des années que j'en entends parler, puis c'est maintenant qu'on en reparle parce que la Cour des comptes l'a ressorti. Alors, venant de la Cour des comptes, ça passe peut-être un tout petit peu mieux. Encore, j'ai des doutes. Et puis la TVA sociale, ce sera la même chose. Hein. Certains en parlent et un jour, ça va sortir. Espérons-le. Toujours avec retard. Les Allemands l'ont sorti déjà. Bonjour, Christophe Gattuso. J'ai une question à poser par rapport au secteur optionnel, qui est une disposition que le gouvernement souhaitait imposer dans le PLFSS. Ça a été supprimé par le Sénat à majorité socialiste. Est-ce que le gouvernement ou les députés vont réintroduire ce secteur optionnel dans les contrats responsables lors de la commission mixte paritaire ou d'un dernier examen à l'Assemblée? Le secteur optionnel est une ambition qui remonte à de nombreuses années, hein, puisque depuis 2008 ou 2009, on l'a mis dans la loi. On a eu du mal à le faire évoluer. Il a été mis dans la loi du PLFSS il y a quelques semaines à l'Assemblée. Il est rejeté, vous le dites, au Sénat. On va le remettre en commission mixte paritaire et on le remettra à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot.
Il n'est pas question d'en faire abstraction dès l'instant où le président de la République l'a voulu, le gouvernement l'a voulu, les députés de la majorité l'ont voulu, ou certains. Voilà, donc on le remet. On le remet. Moi, je suis favorable, oui. J'ai toujours été. Je pense que c'est une des solutions pour maîtriser un peu plus les dépassements d'honoraires et donner un peu d'oxygène à certaines corporations des professionnels de santé qui souffrent effectivement d'avoir été bloqués pendant X temps. Donc c'est peut-être une des solutions. Merci. Alors, la dernière question. Jean-Luc Brosson, tout à l'heure vous avez parlé de lutter contre la triche et le gaspillage. C'est des mesures qui vont... ça va demander des mesures et ça va être consommateur de ressources. Est-ce qu'on a évalué les ressources qu'il va falloir mettre en œuvre pour mettre en place ce type de lutte? La deuxième question, c'est l'équilibre entre les variables d'ajustement. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très équilibrées. 2 exemples chiffrés. Les cliniques privées, cette année, vont être en déficit moyen. Les labos pharmaceutiques, gros laboratoires cotés en bourse, qui dégagent un résultat après impôt de 22% en moyenne. C'est 7 milliards d'euros pour le plus gros. Voilà, donc si vous pouvez nous apporter un éclairage sur ce sujet, sur les arbitrages qui peuvent être mis en œuvre. Oui, en précisant quelle est la surface pour dégager les plus-values dont on parle. Bon, pour les fraudes à l'assurance maladie, il y a des solutions. Plus de contrôle, meilleur contrôle au niveau de l'administration. Non, il suffit de faire le boulot. Il suffit de faire son boulot. Attendez, sortons de la carte vitale, mais vous avez des gens qui se font soigner, qui n'ont pas d'assurance maladie, qui ont l'assurance maladie du voisin. Moi, je l'ai vu en clinique. Je suis allé voir un patient. Qui était l'employé d'un chef d'entreprise qui est un de mes amis. Il m'a dit, tu devrais aller voir, il a été opéré. Je vais voir l'opéré, je rentre, je demande le numéro de la chambre, je vais dans la chambre, je rentre. Ah, je dis, je m'excuse, je ne vous connais pas. Je ressors, puis je vais voir à l'accueil. Je dis, si, le monsieur, c'est au fond de la chambre. J'y retourne, ce n'était pas lui, c'était un cousin. Un cousin qui était venu, qui s'est fait opérer à la place de... Et l'autre, il était chez lui, caché, etc. Des trucs comme ça, c'est tous les jours. Vous avez des gens qui sont doués pour tricher, le système... Eh bien, ça, il faut... la loi dit qu'il y aura remboursement d'arrêt de travail indu, remboursement de frais indus, c'est marqué dans la loi. La loi, dans les derniers articles du PLFSS qui ont sauté au Sénat. On va les remettre. Bon. Deuxièmement, vous avez, par exemple, sortons de l'assurance maladie, mais moi, en tant que maire, j'ai des fraudes aux API, APL. L'allocation parent isolé entraîne l'allocation au logement, personnalisée au logement. Vous avez vous avez environ, je crois qu'on a dû chiffrer ça à 200 ou 300 millions par an. Vous avez des jeunes femmes qui sont à parents isolés, mais qui vivent à 2. Avec 2 déclarations, mais l'autre n'est pas déclaré, etc. Donc, vous avez des doubles salaires qui entretiennent, mais on n'en a déclaré qu'un. Oui. Et donc, allocation parents isolés entraîne l'allocation logement. Donc, ça, mais on le voit tous les jours. Vous avez des gens qui viennent me voir en me disant, monsieur le maire, à côté de chez moi, je sais, ils ne payent que 30 € de loyer, alors que moi, j'en suis à 400 et je suis au SMIC. Comment ça se fait? Je les vois, ils travaillent. Parce que ça déclenche. Donc, on a tout un système. C'est la CAF qui nous a raconté tout ça. Je n'ai pas inventé. Donc, il faut qu'on aille contrôler par l'intermédiaire des CAF ce qui se passe. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la fraude générale. Ah ben, on va les prendre. Attendez, si vous ne les prenez pas, vous continuez les dérives. Alors, aujourd'hui, je crois que chaque euro
mis dans la balance par la population doit être bien dépensé. Voilà. Et je pense que tout tricheur est un voleur, quelque part. Donc il faut qu'on aille dans ce sens-là dès l'instant où on a recensé énormément de dépenses inutiles et dérivées. Alors l'autre question, là, les cliniques chirurgicales, les cliniques, nous savons effectivement qu'elles ont quelques difficultés, mais pas celles qui sont souvent sous les grands groupes. Parce que les groupes de cliniques, et vous avez 2 ou 3 grosses sociétés en France, ont su faire leur mutation dans le domaine de gestion interne, dans le domaine un peu comme les hôpitaux, dans le domaine de leur management. Et ces gros groupes fonctionnent pas mal. Ce sont plutôt les cliniques moyennes ou petites qui étaient sous les anciens régimes, parfois souvent d'actionnariat des médecins, etc., qui sont indépendantes et qui souffrent, et c'est vrai qu'elles souffrent. Donc il faut qu'elles voient également comment elles pourront se restructurer, quitte à ce qu'on les aide. Et c'est l'idée de la tarification à l'activité, la T2A, qui évolue petit à petit. C'est qu'on a abandonné le budget global au détriment de la tarification à l'activité et on essaye de faire une convergence entre le public et le privé. Alors ça va demander un certain temps, puisque c'est 2015 ou 2018 la convergence totale. Chaque année, on avance un peu pour qu'il y ait un équilibre, si vous voulez, qu'une appendicite opérée à l'hôpital ou en clinique soit du même coût. Voilà, donc ce sont des équilibres de coûts. C'est difficile à mettre en marche, mais ça se met petit à petit. Donc j'espère qu'on arrivera à leur trouver une solution. Puis quant à l'industrie pharmaceutique, bah oui, il y a les gros groupes aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est normal qu'elles aient des bénéfices si elles travaillent. Bon, d'accord, donc moi ça ne me gêne pas du tout, ça ne me gêne pas du tout dès l'instant où elles sont aussi imposées sur les plus-values, etc. Il n'y a pas de raison. Mais j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais de l'industrie pharmaceutique. Hein. Ce que l'on peut générer comme gain financier, il faut le faire, puisqu'on sait qu'en France, on consomme environ 30 milliards de médicaments par an. Donc il y a là probablement source d'efficience et de moindre consommation. Bien, mais on va remercier Jean-Pierre Door pour son intervention.